Bonjour, monsieur Sherman. Mesdames, Messieurs, je remercie le comité d'organisation qui m'a gentiment invité à ce congrès. Et donc, je vais démarrer parce que la barre blanche est partie. Donc, mes conflits d'intérêts qui n'ont pas de rapport avec l'ischémie entérique, mais qui sont quand même présents. Et le plan de ma présentation, qui va être très classique, hein, c'est on va voir le contexte, on va voir des éléments cliniques qui, vous allez voir, vont être assez décevants. On va voir des éléments biologiques qui, vous allez voir, vont être assez décevants. Et puis, on va voir quels sont les facteurs de certitude de l'ischémie mésentérique. Alors, c'est une présentation que j'ai faite pour les non-spécialistes. Hein. Je vois qu'il y a un grand spécialiste ici. Et voilà, j'ai fait faire ça pour les gens qui travaillent en réanimation polyvalente et qui ne sont pas spécialistes en digestif. Voilà. Non, ils ne sont pas forcément nuls. Alors, le contexte, ce qui est important, c'est ça. C'est que jusqu'à 12 heures, il va y avoir une ischémie digestive avec des anomalies vasculaires sans nécrose. Et puis après 12 heures, il va y avoir un infarctus mésentérique qui va se créer, une nécrose pariétale, et là, ça va être irréversible. Cette première phase est réversible, cette deuxième phase est irréversible, et on a tendance à penser que s'il n'y a pas de chirurgie, qui est le traitement ultime, 100% des patients, alors vous allez voir, ce n'est pas tout à fait vrai, hein, mais 100% des patients vont décéder, et donc il y a une urgence à faire ce diagnostic. Alors on avait fait une revue, enfin une série de cas qu'on avait publié en 2015, où on regardait ce qui se passait chez les patients de réanimation, parce qu'il n'y avait pas de données spécifiques aux patients de réanimation avec une ischémie mésentérique. Alors la première nouvelle, c'était qu'ils mouraient finalement à 58%. Alors c'est un peu entre les deux, hein. Il y a des gens qui disent que c'est énorme, et puis finalement c'était un peu plus faible que ce que je pensais initialement quand j'avais lancé la série. Et puis, ça, ce sont les facteurs associés à la mortalité. Et il n'y en a pas beaucoup sur lesquels on peut jouer, mais voilà, j'insiste, c'était le traitement dans les 24 heures qui était le seul déterminant sur lequel on arrivait à améliorer le pronostic de ces patients, d'où l'urgence à faire un diagnostic et à ne pas le rater. Alors, pour les spécialistes, ce que je vais dire, c'est complètement grossier, approximatif, parce qu'en fait, il y a plein d'ischémies. Il y a l'ischémie artérielle, il y a les ischémies sur les bas débits, il y a les ischémies sur embol, il y a des ischémies sur athérome, il y a des ischémies veineuses, artérielles, après la chirurgie de l'aorte, chronique, aiguë. Donc finalement, c'est un syndrome qui regroupe plein de choses très différentes les unes des autres, qu'on va regrouper là en quelques minutes, mais probablement chaque tableau est différent et chaque tableau mérite une classification et une approche un peu différente. Alors, la clinique, alors, comme il y a plein de tableaux différents, forcément, c'est très hétérogène. Et c'est vraiment le maître mot, c'est l'hétérogénéité des tableaux cliniques. Hétérogénéité en termes de gravité, hein, et je vous recommande d'aller voir sur YouTube cette petite vidéo qui est excellente, qui vous définit l'infirmière de réanimation et l'infirmière de service. Et là, vraiment, entre le patient de service ou des urgences et le patient de réanimation, il va y avoir beaucoup de différences dans le tableau. Le terrain, savoir chez qui ça survient, si ça survient après une chirurgie, si ça survient chez un patient qui est déjà en réanimation, si ça survient chez un patient qui arrive du domicile. Le délai, à quel moment on voit le patient par rapport au premier signe de la maladie, c'est fondamental et ça change le tableau. Et puis le site, parce que ça ne va pas être la même chose si on a une ischémie colique droite, si on a une ischémie intestinale, si on a une ischémie gauche. Globalement, les grands signes qu'on retient, distension abdominale, nausées, vomissements. En fait, il y a une tétrade, hein, 4 signes fondamentaux. Une douleur abdominale de type colite, des nausées, vomissements, une distension abdominale et une constipation progressive. Ça, ce sont les 4 signes qui sont quasiment toujours retrouvés chez ces patients-là. Si on les examine, hein, si on continue à examiner les patients, si on sort de son bureau, qu'on sort de son ordinateur et qu'on va voir le patient, on peut poser un stéthoscope sur le ventre et en phase initiale, il y aura du bruit, ce sera hyperactif. Et puis en phase plus tardive, il y aura un silence auscultatoire. Et puis si on recherche un peu, il y a du tympanisme parce qu'il y a beaucoup d'air, et il y a des matités dans les zones où il y a beaucoup de liquide. Donc ça, c'est l'examen clinique de base
qui ne nous apprendra pas grand-chose. On peut même différencier un tableau droit d'un tableau gauche. Si c'est une ischémie qui est plutôt sur la droite, ben on va avoir des nausées, une perte de poids, un illus paralytique, un syndrome péritonéal. Et si on a un saignement rectal, c'est plutôt sur la zone qui n'est pas à droite, donc transverse et gauche. Alors tout ça, c'est des signes qui sont importants, qu'il faut savoir rechercher. Il ne faut jamais faire l'économie de l'examen clinique. Et on est dans une époque où on a tendance à l'oublier, donc il faut aller voir le patient, il faut mettre la main dessus. C'est très important. Toutefois, tous ces signes, vous le savez bien, sont totalement aspécifiques. Et quand on regarde la sensibilité de tous ces signes chez des patients dans une série, une méta-analyse qui a regardé la sensibilité de tous les signes cliniques qu'on peut avoir, vous voyez, les performances sont tout à fait moyennes, mais ça, on s'y attendait. En réanimation, le tableau est encore un peu plus compliqué parce que finalement, l'examen clinique est encore plus difficile à faire. Ça ressemble souvent à un sepsis. Et en fait, c'est quelque chose qui peut mystifier les jeunes internes quand on a un peu l'habitude, puisqu'on rentre dans le box, on voit un patient avec un ventre distendu, une sonde gastrique avec un reflux, avec un sac qui est rempli d'un liquide jaunâtre ou verdâtre, et un tableau de choc septique, des marbrures, chez un patient qui a un peu d'antécédent vasculaire, et très rapidement, on peut dire que c'est une ischémie mésentérique. On a une chance sur deux de se tromper, mais si on réussit, c'est très spectaculaire pour l'entourage, et ça peut aider même le patient. Quand on a notre série, en fait, quand on regardait le profil des patients, c'était des patients de 69 ans, plutôt des hommes, graves, avec des scores de gravité importants. Vous voyez, un SOFA à 10, des antécédents de maladie vasculaire dans la moitié des cas, des antécédents de chirurgie urgente dans la moitié des cas. Il y en avait un quart qui était en FA avant l'épisode. Il y en avait un tiers à peu près qui avait fait un choc dans les 10 jours qui précédaient l'ischémie mésentérique. Il y en avait à peu près la moitié qui était sous vasopresseur, 40% ventilés mécaniquement. Il y en avait la moitié qui était anticoagulée. Donc ne pensez pas parce que votre patient est anticoagulé qu'il est à l'abri d'une ischémie mésentérique. Et il y en avait la moitié qui recevait une nutrition entérale avant l'événement. Ce qu'on peut rajouter à l'examen clinique, c'est l'échographie Doppler. Alors souvent c'est difficile, souvent c'est pas performant. Si ça marche, on peut voir un thrombus, on peut voir un thrombus, on peut voir un thrombus, on peut voir un pneumopéritoine, un épaississement digestif, de l'air, des épanchements. La biologie, il y a toute une série de biomarqueurs qui a été testée dans cette hypothèse. Des biomarqueurs qui vont montrer la lumière, qui vont refléter ce qui se passe dans la lumière intestinale, le délactate. Des biomarqueurs spécifiques de l'atteinte de la muqueuse, c'est des acides gras. Des biomarqueurs de l'atteinte transmurale, les CK, les LDH, et puis des biomarqueurs de CIVD comme les dédimères. Globalement, le tableau habituel, c'est une hyperleucocytose avec une acidose métabolique, et les recommandations disent bien qu'un lactate normal n'exclut pas une ischémie mésentérique, et ça, c'est un message très important. Alors, là, c'était notre série. Alors, en fait, c'est vrai qu'une hyperlactatémie est associée à l'ischémie mésentérique et est associée aussi à sa gravité. Mais en fait, quand on regarde mieux, on a 25%, 23% de notre cohorte qui avait un lactate inférieur à 2 millimoles par litre, et ça représentait 16% des patients qui allaient décéder. Donc ce n'est même pas un signe de non-gravité, si vous voulez. Donc le fait d'avoir un lactate inférieur à 2 ou inférieur à 2,7 ou 2,8, qui est le cutoff le plus souvent retrouvé, ça ne vous exclut pas le diagnostic d'ischémie mésentérique. C'est un message important. Alors, il y a des gens qui ont dosé le délactate, c'est la forme d'extrogir du lactate. Alors, au début, on pensait que c'était des bactéries dans le tube digestif qui synthétisaient le délactate. Après, on a vu qu'il y avait un petit déséquilibre entre la DLDH et la LDH. Je ne rentre pas dans les détails, mais possiblement, ça aurait une meilleure performance que le L-lactate avec des scores que vous voyez là. Mais bon, c'est quand même assez difficile à doser. Il faut mettre le tube dans la glace, il faut avoir un laboratoire qui fait ça. Et ce n'est pas toujours fait en routine, mais c'est une possibilité.
Alors, ce qui est intéressant, c'est la procalcitonine, hein, qu'on nous a toujours vendue comme spécifique de l'infection. Alors, en fait, c'est aussi dans le cadre infectieux de l'ischémie mésentérique, hein, mais la procalcitonine marcherait dans l'ischémie mésentérique. Alors, vous voyez, hein, le problème, c'est que le seuil varie de 2 à 0,25, hein, selon les études. Mais la procalcitonine, en fait, ça fait une pullulation microbienne dans le tube digestif. Et c'est par là que la procalcitonine augmenterait. Il y a une équipe à Amiens qui travaille énormément sur cette question. J'ai trouvé leur approche assez intéressante parce que c'est la première fois sur la l'ischémie mésentérique qu'on a un protocole basé sur les biomarqueurs. Et ça, c'est pas mal. Alors, ils ont fait une période avant, une période après. Alors, ils faisaient avant un test après le scanner de la gastrographie. Et après, ils faisaient un protocole basé sur la procalcitonine. Et vous voyez, selon le seuil, ils allaient à la chirurgie ou pas. Quand le seuil était bas, pas de chirurgie. Quand le seuil était haut, ils allaient à la chirurgie. Il y avait une zone grise. Ils retestaient à 24 heures. Ils rechangeaient le seuil à ce moment-là. Ils allaient à la chirurgie quand c'était supérieur à 0,25 et pas à la chirurgie quand c'était inférieur à 0,25. Et ce qu'ils trouvent, c'est qu'ils ont des traitements plus appropriés, une durée d'hospitalisation qui est réduite, une durée pour aller à la chirurgie qui est réduite, et ça c'est très intéressant. Par contre, vous voyez, ce n'est pas du tout celle qu'on a en réanimation, hein, puisque nous on a une mortalité à 58%, et là ils sont à 2-3% de mortalité, ce qui est finalement quasiment une autre maladie. Hein. Alors il y a les dédimères qui marchent bien, mais là aussi on peut penser que c'est aux urgences, que c'est peut-être dans les services, mais en réanimation, on voit mal les dédimères étant des bons marqueurs d'ischémie mésentérique, mais en tout cas, si vous recevez un patient aux urgences, ça peut marcher. Il faut savoir, et c'est un des meilleurs. Et puis vous voyez, il y a plein de marqueurs différents. On n'a pas la troponine, on n'a pas l'équivalent de la troponine pour l'ischémie mésentérique à ce jour. Le meilleur marqueur, c'est probablement celui-là. C'est probablement ces acides gras qui reflètent la muqueuse digestive, mais ils ne sont pas faits en routine actuellement et il y a très peu de data là-dessus. Alors les certitudes, pour la certitude, il y a le scanner qui est l'examen clé, on va y revenir, l'endoscopie ou la chirurgie. Alors le scanner est l'examen de choix et les recommandations disent bien que c'est le scanner, et le scanner avec injection de produits de contraste qui fait le diagnostic. Et vous voyez la performance du scanner par rapport à tous les biomarqueurs, elle est bien supérieure. Donc, dès que vous avez une suspicion, il faut aller au plus vite possible au scanner avec une injection de produits de contraste. Alors, ce qu'on voit déjà sur le passage sans injection, on peut voir des calcifications, on peut voir des hyperdensités. Quand on injecte, on peut voir des images de défects vasculaires. On peut voir au début une vasodilatation qui est signifiée par un rehaussement persistant, et ça c'est réversible. Et puis après une vasoconstriction qui, elle, est irréversible, avec un défaut de réhaussement des parois digestives. Vous voyez là un défect qui est bien noté. Et puis vous voyez là, donc là il y a une occlusion de la branche ilocécale de la mésentérique, avec l'épaississement colique et puis l'épaississement intestinal à ce niveau-là. On peut voir aussi une ischémie mésentérique veineuse, due à une thrombose veineuse dans 80% des cas, mais ça peut être dû à une hernie ou à une distension digestive. Là, vous voyez l'image du thrombus dans la veine cave et puis l'épaississement du jéjunum à ce niveau-là. C'est important, l'injection est capitale. Il ne faut pas que vos radiologues vous disent la fonction rénale un peu abîmée, je n'injecte pas. Il faut injecter, sinon votre scanner n'est pas bon. Et sachez que si vous n'avez pas la chirurgie, votre patient va mourir. Donc il faut injecter, quitte à aller hémofiltrer après. Il y a des recherches au niveau des IRM qui montrent la précocité de l'œdème cytotoxique, mais c'est vraiment très expérimental pour l'instant. Donc c'est vraiment le scanner injecté qui reste le plus important. L'endoscopie avait 3 classes de Favier qui peut être utilisées. Alors on a regardé ça dans notre équipe et on voit une corrélation en fait entre les stades de Favier à l'endoscopie et la gravité scanner. Par contre, il n'y a pas de relation avec l'instabilité hémodynamique. Les datas sont en cours d'analyse. Et finalement, voilà, la chirurgie augmente avec le stade et la mortalité aussi augmente avec le stade. Donc ça, c'est le rôle de l'endoscopie. La chirurgie, on peut aller à la chirurgie directement. On a un syndrome de douleur abdominale, on a un contexte très fort, un prétest très fort. On va au bloc opératoire, on peut faire une artériographie en pré-incision dans ce cas-là, et on tombe sur la pièce qui confirme le diagnostic.
Voilà ce que je vous propose comme conclusion, hein. C'est qu'on a un examen clinique avec le contexte, le terrain, on voit tout ça. Ça, c'est ce qu'on va appeler le pré-test. Non, je ne peux pas aller en arrière, donc. Si le pré-test est fort, vous allez au scanner directement. S'il n'est pas fort, vous pouvez utiliser les biomarqueurs parce que ça peut vous aider dans la décision. Et puis, si jamais le pré-test est très très fort, que le patient est intransportable, vous pouvez aller directement à la laparotomie pour faire le diagnostic. Et puis, le rôle de l'endoscopie doit être un peu précisé chez ces patients-là, par exemple ceux qu'on ne peut pas déplacer facilement. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je remercie tous les investigateurs qui ont participé à l'étude qu'on avait faite il y a 2 ans.